l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à cette grande édition de Grand Débat sur Tempo Afrique TV. Votre collaborateur direct est Serge Nyawa. Nous avons choisi ce jour de 24 décembre pour un débat spécial sur le Togo et le reste de l'actualité panafricaine. Mais pour parler de ce grand débat, j'ai avec moi mes chers panélistes qui m'ont toujours fait l'honneur d'être présents avec moi dans ce studio pour débattre de tous les problèmes du continent africain. À côté de moi, monsieur Rodrigue Lawson, merci d'être avec nous. À côté de lui, Yves Kenao, celui-là que même j'ai appelé Bulldozer. Merci encore une fois de plus d'être avec nous, Yves Kenao. Et de l'autre côté, dans le studio, nous avons Sylvestre Gallet, merci encore une fois de plus. Sans toutefois oublier Atisso Kwamevi qui est de la maison principalement. Merci encore Atisso pour le travail que vous abattez depuis des années. De l'autre côté, là-bas, nous avons le professeur Moussa Issoufou, maître conférencier à l'Université de la Caroline du Nord, coordinateur du SEMA. Merci encore une fois de plus pour votre modeste contribution à nos grands débats. Monsieur Adolphe, merci encore une fois de plus. Adolphe, depuis Tennessee, vous avez encore une fois de plus fait un travail énorme. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour notre grand débat. Merci encore une fois de plus d'être avec nous. Quant à moi, Serge Nyawa, je vous dis bienvenue sur Tempo Afrique TV. Et nous allons commencer maintenant ce débat avec nos chers panélistes. Restez avec nous. Adolphe, à Tennessee. Adolphe, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis revenu en ligne, s'il vous plaît. Oui, bon, Serge. Oui, et vous m'entendez. Le pouvoir est-il un bien de certains services sans toutefois considéré comme un titre de propriété à long terme? C'est bien aussi avec le général et le chef d'État, je dirais le chef de l'armée, qui a voulu aider le vice-président à prendre le pouvoir. Et si je compare cela à ce qui se passe au Togo, je sais que nous reviendrons sur le cas du Togo. C'est tellement différent, c'est la même continuité dans le même parti politique au Zimbabwe. C'est vrai qu'il y a changement de personnes, mais je ne suis pas très sûr qu'il y aura un changement de politique de développement. Peut-être oui, mais je ne vois aucune garantie pour cela pour le moment. C'est ce que je peux dire. Merci Serge. D'accord, merci. Restez donc avec nous parce que c'est un débat qui sera tout à fait houleux et je vais pas comme Zuma. Comme Zuma, il est précisé président aujourd'hui. Donc, mais les Zimbabwéens, à un moment donné, ils ont su que Robert Mugabe, malgré ce qu'il fait pour le pays, sa femme est en train de déraper et risque d'être président du Zimbabwe.
Vous dites que la femme de Robert Mugabe risque d'être président. Est-ce que vous avez les preuves? Bien sûr. Vous êtes connecté bien sûr. À Robert Mugabe. Vous le savez mieux que moi, M. Nyawa, parce qu'on sait ce que la princesse Grace est en train de fomenter jusqu'à l'éviction du vice-président. Mais c'est le vice-président qui est toujours là. Oui, il est revenu. Il a été chassé et puis il est revenu. Mais c'est le même système. On a chassé l'homme, mais le système est toujours là. Le système n'est pas là. Parce que Rodrigue l'a bien dit. Robert Mugabe est parti, mais quelles seront les conséquences? Et quel sera l'avenir du Zimbabwe? Je crois que le Zimbabwe est sur le point de devenir un pays que les Européens vont encore nommer un pays arc-en-ciel, comme ils l'appellent l'Afrique du Sud déjà pays arc-en-ciel. Parce qu'on a beaucoup de buildings on s'en va chez eux, ils nous appellent les envahisseurs. Mais eux, ils occupent notre pays, ils occupent nos terres, ils disent que c'est un pays arc-en-ciel. Donc vous voulez nous dire... Un jour, les Africains vont se lever et vont érailler ce nom de pays arc-en-ciel là. Et ça ne va plus tarder à arriver. Vous croyez que celui qui va venir au pouvoir pourra quand même suivre le système que Robert Mugabe a maintenu dans la mesure où... Si le nouveau président, par intérim je dirais, voyant ses discours, ce qu'il est en train de dire déjà, ça veut dire que le Zimbabwe va dans le dérive. Parce qu'il appelle les gens en disant que les Blancs qui se sont vus lésés en retirant leur terre, qui n'ont qu'à se prononcer, il va les dédommager. Mais c'est parce alors là, un Blanc, il va les dédommager. Un Blanc. Ça veut dire qu'ils vont revenir prendre leur terre. C'est ce qu'il veut dire. Mugabe a retiré la terre zimbabwéenne et l'a donnée aux Zimbabwéens. Donc on va les dédommager. Et nos frères qui périssent en Europe et dans les eaux libyens, que les Européens les jettent là-bas en disant qu'ils se noient, ils n'ont pas besoin de dédommagement. Je vous remercie pour le moment. Merci. Vous n'allez pas me remercier parce que nous allons continuer. Nous avons 4 heures pour ce grand débat. Merci donc M. Atisso. Je voudrais quand même parler avec... qui justifie le fait que le bain de sang a été évité en observant la population zimbabwéenne dans les rues en annonçant la démission du Robert Mugabe sans effusion de sang. Oui, merci M. Serge Nyao. La démission de M. Mugabe sans effusion de sang, nous devons d'ailleurs saluer cette façon d'arriver à l'alternance politique, même si c'est une alternance interne. Mais ce message directement s'adresse également à tous les chefs d'État qui pensent qu'ils ont la force, ils peuvent se maintenir par la force, alors que la force sur laquelle ils comptent, elle n'émane pas d'eux-mêmes, elle émane des fils et filles des autres parents. C'est-à-dire que l'armée, ce n'est pas les dictateurs là qui représentent l'armée. Ça veut dire que votre sécurité est dans les mains de quelqu'un. Alors, il faut être humble. C'est tout le problème. Quand Mugabe se croyait tout permis, parce que sa femme a dit, il y a de cela quelques mois, que même le cadavre de Mugabe va remporter les élections au Zimbabwe. C'est parce qu'elle comptait sur l'armée, la même force sur laquelle vous comptez vous a lâché. Et c'est pourquoi il n'a pas eu de marge de manœuvre, puisqu'il n'avait pas une force alternative. C'était la seule force sur laquelle il comptait. Mais il a oublié que cette force était composée des gens, des femmes et hommes issus des autres familles. Bon, donc alors, c'est un message clair. Et moi, je pense que ça devait servir d'exemple pour tous ces gens-là qui pensent que parce que j'ai le contrôle de l'armée, il faut que je m'impose contre la volonté du peuple. Cela n'est pas possible. Ça veut dire que vous n'êtes pas, comment je peux appeler ça, vous n'êtes pas affilié au système politique que a mis en place Robert Mugabe? Non, vous savez, Robert Mugabe a eu le temps de rentrer dans l'histoire, mais il a raté l'occasion. Ce n'est pas parce que vous avez lutté pour l'indépendance
qu'il faut asservir vos propres frères pour lesquels vous avez lutté. Ce n'est pas normal. C'est là où Mugabe a échoué, et il a échoué parce que ce qu'on attendait de lui, il a exagéré. Lorsqu'on se bat pour son peuple, lorsqu'on veut demeurer héros, avoir le titre là, à un moment donné, il faut savoir se retirer. En Afrique du Sud, Mandela a fait combien d'années en prison? Près de 27 ans. Mais après un seul mandat, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Quand Mandela était mort, vous avez vu combien de personnes s'étaient réunies pour ses funérailles? C'est tout le monde entier qui était à Johannesburg. Parce qu'il a su lâcher le pouvoir au moment où il faut. Mais maintenant, Mugabe, il a fait son temps avec tout l'honneur qu'il avait. Même là, moi, je vais saluer d'ailleurs l'armée zimbabwéenne parce que elle a été sage. C'est vraiment une armée africaine. Elle a toujours continué par donner à Mugabe ses honneurs. Elle a tout fait pour qu'il ne parte pas en disgrâce comme il le faut. Sinon, il devait partir vraiment dans la honte, puisqu'il a exagéré. Donc moi je pense que Mugabe, il a travaillé. Je salue ce qu'il a fait pour le Zimbabwe, mais il a commencé par détruire le travail qu'il a accompli au Zimbabwe en voulant s'imposer pendant des années, même à cet âge où sa capacité mentale est réduite totalement. Parce que nous sommes des êtres humains, à un moment donné, vous ne pouvez jamais plus produire mentalement comme vous le faisiez avant. Quand le physique, votre physique ne répond plus, c'est la même chose pour votre capacité mentale. Donc il faut que les gens le sachent. Donc au-delà de ça, le changement lui-même c'est quelque chose qui s'impose à l'être humain. Pour les croyants, ils vont dire que même Dieu aime le changement. C'est pourquoi il a créé plusieurs saisons. Il a créé plusieurs choses qui se succèdent. Alors, pourquoi nous, êtres humains, nous ne voulons pas suivre cela? D'accord. Je ne suis pas vraiment content de comment il a fini. Mais bon, il faut que cela serve de leçon à tous les dictateurs qui sont encore là. D'accord, on va revenir tout à l'heure, vous restez avec nous. Monsieur Adolphe, est-ce que vous voulez dire quelque chose, parce que je vous ai vu tout à l'heure tourner un peu la tête là, est-ce que vous voulez dire quelque chose au vu de ce que le professeur a dit? Oui, je suis parfaitement d'accord avec mon frère Issifou, parce que c'est vrai que le président Robert Mugabe a lutté pour son pays. Donc, lutter pour avoir l'indépendance ne veut pas dire au retour, il faut asservir son peuple. C'est ça le mal pour les Africains. Tous les pays européens, ils ont souffert, hein? Tous les pays, ils ont souffert. Mais quand tu as eu l'indépendance pour ton pays, peut-être on l'avait emprisonné, il avait souffert, c'est vrai. Mais tu veux une libéralisation de son pays, de ton pays. Ton peuple, tu veux que ton peuple soit libre et développé. Pas parce que toi, tu veux prendre le pouvoir, tu dis, bon, je libère mon peuple. Et après tout, tu deviens dictateur. Moi, je dis, l'Afrique, c'est vrai, c'est bon d'avoir l'indépendance, mais ces premiers présidents, la plupart, ces dictateurs sont pires que les colons. Ils sont pires que les colons parce que après tout, on est devenu esclave à nos propres frères. Et c'est ce qui s'est passé à Zimbabwe. Et ce qui s'est passé aussi du côté de l'armée, et l'armée est tellement sage. Et il disait, nous ne faisons pas le coup d'État. Non. Nous sommes en train de chercher ceux qui sont en train de piller le pays et tout ça là, et ils sont allés doucement, doucement. Mais finalement, je dis merci à Mugabe. Il pouvait dire, je vais rester toujours au pouvoir, peut-être qu'ils vont commencer par tuer les gens. Mais il a dit quelque chose que j'ai aimé. Il dit qu'il ne veut pas être le second Kadhafi. Vous voyez? Donc, je dirais merci à lui de démissionner, merci aussi à l'armée américaine.
Et je sais que nous reviendrons sur le Togo, mais on peut faire de la même chose pour Faure. Ce qu'on a fait à Mugabe, il est là maintenant. Il est en train de jouir, je dirais ça, retraite. Parce qu'il y a une vie, une bonne vie après la présidence. Et quand nous revenons sur le cas du Togo, nous dirons ces conseils à notre propre frère et Faure que après la présidence, il y a la vie, hein? Il y a la vie. Et je me rappelle le premier président américain, George Barack Obama. On voulait qu'il soit le roi, comme en Angleterre, il dit non, que lui, il veut quitter le pouvoir et puis être libre pour voir son vin. Vous voyez? Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. D'accord, soyez patient parce qu'on va parler tout à l'heure du problème du Togo. Vous allez intervenir. Vous allez intervenir. Je vais encore continuer avec mes deux panélistes parce qu'ils ont besoin d'être, en tout cas, vraiment pointés. Merci beaucoup. Monsieur le professeur. Oui. Le professeur, avant de partir, une question. Ok. Est-ce que le départ de Robert Mugabe, sans effusion de sang aujourd'hui, était-il un besoin d'alternance du peuple zimbabwéen qui réellement en voulait? Oui, je vous remercie. À travers la réjouissance qu'on a observée après le départ de Mugabe, ou bien même à l'annonce, n'est-ce pas, de tentatives pour son départ, moi je peux dire que le peuple zimbabwéen est aujourd'hui satisfait et disons, c'était son souhait. Parce que Mugabe n'était pas président parce qu'il était aimé par tout son peuple. Il était président parce qu'il avait une petite partie du peuple qui détenait la force physique brutale. Parce qu'ils avaient des armes au point. C'était tout ce qui faisait la présidence de Mugabe. Sinon, en 2008, je pense, l'autre là, l'opposant célèbre à Mugabe, je pense que c'est... Tsvangirai. Il avait battu Mugabe à plat couture. Mais c'était l'armée qui a dit que tant que tu n'as pas servi, tu n'as pas été combattant dans la guerre d'indépendance, tu ne pourras pas être président devant eux. C'était comme ça. C'est comme ça qu'ils ont scellé le sort de Chiang Rai et c'est fini. C'est-à-dire que à chaque fois que Mugabe devait être menacé, l'armée devait être là parce que c'était un serment. Et puis un point, c'est tout, on n'en parle plus. Alors, donc ça veut dire que ce n'est pas le peuple lui-même. C'est-à-dire que dans sa majorité, qui voulait que Mugabe soit président. Alors il va de soi que nous puissions dire que son départ émane de la volonté du peuple, puisque celui qui l'a renversé a dit qu'il faisait ça parce que le peuple souffrait de trop. Il y avait trop de corruption, il y avait ci, il y avait ça. Donc il fallait mettre fin à cette gabegie inutile afin de pouvoir redonner le bien vivre au peuple zimbabwéen. Jusqu'à preuve du contraire, le peuple n'a pas encore dit qu'il n'était pas content ou bien qu'il n'approuvait pas le départ de Mugabe. Alors nous attendons que l'histoire nous dise quelque chose, qu'on nous dise que non, au fait ce départ-là venait de quelque part. Même si ce départ venait de quelque part, c'était un bon débarras pour le peuple zimbabwéen, puisque, bon, il était là, il attendait. Les élections n'ont rien donné. À chaque fois qu'ils allaient voter, c'est des morts. Et ce n'est pas normal. Et devant l'opulence, comment l'appelle-t-on, insolente de Zimbabwe et sa clique, le peuple est là et moisi. Et on va parler un peu des terres, de la redistribution des terres, tout ça là. Pour ce qui est du Zimbabwe, la réalité est tout autre. Ce n'est pas ce que Mugabe a voulu vendre à tout le monde entier, il est vrai. Et vous savez, tout dictateur sait ce qu'il fait comme jeu. Et pour les dictateurs africains et même les dictateurs des autres pays, il faut toujours montrer un visage d'un nationalisme qui est vraiment qui n'est pas sincère. À chaque fois qu'on est acculé par le peuple.
on se dit nationaliste parce que je défends tel ou je défends tel que les Européens. Non, s'il vous plaît, soyons sérieux. Voilà, monsieur le professeur, vous venez d'aborder un point très important, la redistribution des terres au peuple zimbabwéen. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, ce que je sais, c'est que les terres que Mugabe a récupérées auprès des Blancs n'ont pas été redistribuées à tous les Zimbabwéens qui en avaient besoin. C'était toujours le cercle des corrompus là qui en bénéficiaient. Allez voir aujourd'hui au Zimbabwe si les paysans là qui avaient besoin de leurs terres sont en train de travailler sur leurs propres terres. C'est la même clique qui s'est formée et qui domine le pays. Au niveau de la richesse en ville, c'est eux. Au niveau des fermes, c'est eux pour employer les pauvres paysans dans les fermes pour travailler pour eux. Au fait, c'est ça. C'est ce qui a fait que la misère n'a pas reculé comme il faut, après avoir saisi les terres des Blancs. La misère, ça n'a pas changé. Rien n'a changé de ce point-là. Parce que les terres étaient toujours détenues par des groupuscules qui étaient déjà riches, de part et d'autre. Donc la majorité des Zimbabwéens n'ont pas toujours accès aux terres. C'est comme d'ailleurs le cas du Kenya, où les gens se taisent, on n'en parle pas. C'est encore un scandale là-bas, au niveau des terres. D'accord. D'accord, restez avec nous parce qu'on va tout à l'heure revenir de l'autre côté là-bas. Monsieur Atisso, revenons un peu sur comment tout a été diligenté pour que le président Robert Mugabe parte et d'ailleurs même qui est à l'origine. Voilà ce que les gens disent. Robert Mugabe a mis à la touche son vice-président Emerson Mnangagwa. Donc il a limogé. Et cela n'a pas duré et l'armée s'est saisie du pouvoir. Contraindre Robert Mugabe à quitter le pouvoir. Donc de négociation en négociation, Robert Mugabe a fini par démissionner. Alors pour vous, qu'est-ce qui pouvait expliquer réellement une telle orchestration aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler? Merci, monsieur Nyawa. Et je voulais tout simplement vous dire d'aller un peu en arrière. Et on voit comment la toute-puissante première dame, c'est-à-dire Grace Mugabe, prenait des ailes, comment il survolait tous les camarades de combat de Mugabe. Donc, le système zimbabwéen fait que si aujourd'hui il y a un vice-président, si aujourd'hui le président est déclaré incapable, c'est le vice-président qui prend la suite. Alors, les camarades de Robert Mugabe, c'est-à-dire son clan qui, avec lui, ont lutté pour l'indépendance, ils voient que le successeur de Mugabe devait être Mnangagwa. Mais avec l'ascension de Grace Mugabe, la première dame, qui voulait coûte que coûte être le successeur de son mari, que nous tous on le sait, et il est arrivé à un âge où il ne pouvait plus être président. Donc tout le monde guettait la fin de Mugabe. Et sa femme voulait profiter de ça. Il a même créé un G20, un G40, avec certains collaborateurs qui l'aident. Et le peuple zimbabwéen, sachant que la dame n'était même pas une Zimbabwéenne, elle était née en Afrique du Sud. Donc venir s'accaparer du pouvoir au Zimbabwe, c'est quelque chose que les Zimbabwéens n'accepteraient pas. Alors, le vice-président ayant compris et qu'on a deux camps qui s'affrontent pour succéder à Robert Mugabe. Donc c'était une sortie que les partisans du vice-président Mnangagwa ont hurlé la dame, la première dame. C'est ce qui a fait que, je ne sais pas si elle a estimé l'ordre à Robert Mugabe de limoger son vice-président, et Robert Mugabe a limogé son vice-président. C'est la vase d'eau qui a débordé. Et c'est ce qui fait que les camarades de Mugabe, sachant que Mugabe ne peut plus gouverner dans les années à venir, et que ne voulant pas que Grace Mugabe
prennent le pouvoir d'une manière ou d'une autre, ont prêté allégeance, en quelque sorte, à leur vice-président et lui ont garanti qu'ils vont le faire revenir. Mais ça dépend aussi de la constitution zimbabwéenne, de quoi elle a été constituée. Voilà. Guèye ne peut pas venir prendre le pouvoir d'une autre manière. C'est ça. Et ce qui a été fait, j'ai beaucoup apprécié et remercié l'armée. Ils savent ce que Robert Mugabe représente pour eux, à part sa femme. Donc ils n'ont pas voulu l'humilier. C'est pourquoi, même on dit que Mugabe est en résidence surveillée, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont laissé Mugabe aller donner des diplômes aux étudiants. Oui, nous l'avons vu. C'est un signe très positif de l'armée. Et ils ont petit à petit convaincre Mugabe qui a, je dirais, pas sorti par la grande porte, mais est sorti par une porte honorable. Parce que si il aura eu de bras de fer, et aussi, il faut aussi tenir compte de l'âge de Mugabe. Si aujourd'hui Mugabe a l'âge de Macron, il n'allait pas aussi lâcher comme ça. Donc, il faut voir tout ça aussi. Monsieur Galé Sylvestre, à 75 ans, le vice-président Mnangagwa, maladif de son état, prend donc le pouvoir. Est-ce que vous croyez qu'il s'accrochera au pouvoir par la force ou par l'imposition de l'armée, parce que de l'armée de Robert Mugabe, pour continuer les œuvres ou la même politique? Bon, je pense que le vice-président qui est là actuellement ne peut pas ne pas respecter son peuple, la population, parce que ce qui s'est passé, ça peut lui arriver aussi. Là, il doit savoir que ça peut lui arriver. Bien sûr, ce qui s'est passé à Zimbabwe, c'est comme c'est l'âge de Mugabe qui a causé tout ça, parce que on dirait que c'est sa femme qui dirige le pays, et puis ils ont vu venir sa femme. Alors là, bon, on dirait que le vice-président, c'est le vice-président qui se sépare, comment il a été limogé, qui a fait que cet événement est arrivé, la démission ou bien du président. Alors, si lui, il est là-bas et il veut s'accrocher au pouvoir, je ne pense pas que maintenant, le monde entier, spécialement l'Afrique est réveillée, hein. Il faut croire à ça, que ces choses dans les 10 ans à venir ne vont plus arriver en Afrique. Ça, je suis sûr. D'accord, Tissot, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Juste une seconde. C'est pour aussi éclairer le monde entier que ce que le Zimbabwe a réussi, le Togo aussi était dans ce cas, en un instant de son histoire, que les Zimbabwéens ont réussi à ramener le vice-président et qui elle a instauré comme la constitution l'exige. Donc il faut ramener qui? Les Togolais n'ont pas su faire revenir Natchamba, qui devait hériter du pouvoir à la mort spirituelle ou bien calamiteuse du général Eyadema. Mais si Natchamba devait descendre au Togo et on a permis de son avion d'aller descendre quelque part, qu'est-ce que vous voulez? Tout a été peaufiné, M. Tissot. D'accord, revenons rapidement avec M. Lawson. Alors vous avez écouté tous vos amis, il sait que vous voulez intervenir. La presse internationale disait que Robert Mugabe était un homme impopulaire. Est-ce que cette presse occidentale peut-elle nous imposer, comme l'a dit quelqu'un, nous imposer sa démocratie? Je dirais malheureusement. Et la presse occidentale nous impose sa démocratie. Parce que les Africains doivent retourner un peu en arrière. Je suis d'accord avec tout ce que les gens ont dit par rapport à la dictature que Mugabe a fini par imposer, tout et tout. Bon, c'est leur point de vue. Mais ce que nous oublions, c'est que toutes ces informations nous viennent d'où? C'est la question que nous devons nous poser. Très bien, très toutes bien. Ces informations que nous avions nous viennent d'où? Ça nous vient des presses et des médias internationaux qui sont en train de lutter pour leurs intérêts. La question que je pose à nos frères africains, c'est que pourquoi cette communauté internationale n'a pas cette pression qu'elle a sur le Zimbabwe
pourquoi ils n'exercent pas cette même pression sur les autres dictateurs? Pourquoi ils ne le font pas? On nous parlait tout de suite. C'est en Afrique seulement ça se passe, mais dans les autres pays, est-ce que ça se passe? On nous parle par exemple tout de suite de dédommagement. Juste après la démission de Mugabe, le discours du nouveau président nous parle de dédommagement aux Blancs qui viennent prendre des terres en Afrique et puis on dit on va les dédommager. Et quelle façon de dédommagement? Je me suis rappelé quand on avait parlé de dédommagement par rapport à l'esclavage aux Africains. Où en est-on? On dit que non, que le dédommagement, que ça ne doit pas se produire, c'est les Africains même qui doivent faire ceci. Là, il n'y a pas de dédommagement. Mais quand il s'agit des Blancs qui doivent profiter de quelque chose en Afrique, on nous parle de dédommagement. Je suis d'accord, une fois encore. Non, ne parlez pas, j'arrive, je suis avec vous. Ce n'est pas les Africains qui demandent le dédommagement. Ce n'est pas le Blanc qui demande le dédommagement. C'est l'Africain qui lui offre le dédommagement. Oui, je crois que vous dites la même chose. Hein? Je suis d'accord. C'est la même chose que vous êtes en train de dire. Pour moi, c'est que nous devons faire nous devons faire nos propres recherches. Parce que tout ce que nous avons, par exemple sur le Zimbabwe, à plus de 95% des informations que nous avions viennent des Occidentaux. Voilà. C'est eux qui nous produisent ces informations-là. Ce n'est pas par des recherches propres. C'est vrai que le peuple zimbabwéen aussi est en train, mais même en Libye, vous l'avez vu aussi. À 95% de ce qui s'est passé au Zimbabwe, la pression vient à 95% des Occidentaux. Parce qu'ils veulent la fin de ce régime. Parce qu'ils ont toujours souhaité le retour de la Rhodésie. J'espère que c'était la Rhodésie. Ouais, Rhodésie. Donc, ils ont toujours voulu le retour de cette Rhodésie-là. Donc, aux Africains de savoir ce que nous voulons exactement. J'ai toujours dit une chose. L'Afrique a sa culture que nous avons oubliée. Et le fait de nous imposer la culture occidentale joue beaucoup de rôle dans nos têtes. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, moi je parle même, quand on parle d'alternance, oui, alternance, mais faisons attention à ce que nous prononçons comme mot alternance. Parce que les Occidentaux, quand leurs intérêts quelque part, l'alternance doit y avoir. Mais, et au même moment, quand leurs intérêts est quelque part où il y a la dictature, il ne doit pas y avoir alternance. Donc c'est à nous les Africains maintenant de savoir ce que nous cherchons exactement. Je m'arrête là. D'accord, vous n'allez pas vous arrêter là. Monsieur le Bulldozer, une question. Il y a Adolphe qui veut parler. Adolphe. Une pluie de questions. Je crois que je dois revenir à Adolphe tout à l'heure. Adolphe, ou bien le professeur, vous voulez ajouter quelque chose? Adolphe? Oui, très rapidement, je suis d'accord avec ce que mon prédécesseur vient de dire. Mais je vais continuer une attention sur tout ce que nous, les Africains, la manière dont nous pensons. Parce que si les Occidentaux veulent leurs intérêts, pourquoi nous, les Africains, nous ne pouvons pas nous lever, cherchons notre intérêt? Qui va venir faire à notre place? Personne. Si il y a la dictature quelque part et qu'il y a les intérêts des Occidentaux, ils sont là à protéger leurs intérêts. Mais nous, les Africains, on est là à juste critiquer. C'est la France qui fait, c'est les États-Unis, c'est ceci ou cela. Et on ne se lève pas pour chercher notre intérêt. C'est ça notre mal. Est-ce que vous me comprenez? Allez-y, on vous comprend. Parce que cela ne va jamais s'arrêter jusqu'à la fin du monde. C'est à nous de nous lever. Par exemple, quand vous parlez de dédommagement des agriculteurs, pourquoi nous les Africains, nous ne nous levons pas pour demander le dédommagement de l'esclavage par exemple, ou soit ce que, bon, peut-être les Blancs ont fait et c'était pas bon. Pourquoi nous on ne se lève pas pour demander ça? On se tait, on critique, on critique, on critique. Si nous continuons pas à critiquer sans prendre ou bien prendre une action ou bien faire quelque chose, nous serons toujours là-bas. C'est ce que je vais ajouter. D'accord, rapidement, Rodrigue. Rapidement, je vais vous rappeler une chose. Quand vous parlez de dédommagement, les Africains ont bel et bien réclamé ce dédommagement-là. Donc, vous devez retourner un peu aux informations. Les Africains, et ce débat continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les Africains ont réclamé ce dédommagement. Et si vous allez en Europe actuellement, ce débat fait
fait boucan actuellement. Et ils ont essayé, même la fois dernière, il y a eu un débat en Belgique, parce que les Belges ont voulu essayer de tourner cette réclamation-là en autre chose. Donc, c'est que la nouvelle génération africaine est en train de se réveiller. Donc, nous n'allons pas seulement dire que les gens ne se... Non, on réclame. Mais il va falloir comprendre que les Européens ont su, les Occidentaux d'une manière générale, ont su nous imposer des Africains étourdis, ignorants, qui les servent. Donc, c'est pour ça que j'apprécie cette nouvelle génération qui s'est levée aujourd'hui et malgré l'atrocité, la force, l'oppression, la nouvelle génération est debout, en train de lutter. Si c'est que cette génération, avec les moyens d'action que les Européens ont, je pense que l'Afrique serait déjà libérée. Ce serait déjà libéré. D'accord. Monsieur le professeur, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose rapidement avant de passer à Tissot Kwamevi? J'ai voulu tout simplement réagir par rapport à, je pense que c'est M. Rodrigue qui parlait de quand il s'agit de la dictature qui arrange les Européens, on soutient quand il s'agit d'un changement tel. Et puis il a conclu en disant, méfions-nous, faites attention à ce que vous voulez. Au fait, le problème c'est quoi? Ce n'est pas que nous soutenons le fait que les Européens puissent demander à ce que tel dictateur ou bien tel parle de tel pays ou tel pays. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Nous voulons une Afrique où les Africains peuvent faire le choix de leurs dirigeants quand ils veulent, au moment où ils veulent. C'est tout ce que nous voulons. Mais ces dirigeants-là, qui se présentent comme des nationalistes, et comme quoi c'est parce qu'ils sont nationalistes que les Européens ne veulent pas d'eux. Ces mêmes dirigeants, ils ont des maisons en Europe, ils cachent leurs maisons en Europe. C'est ce caractère un peu hypocrite qui nous gêne. Regardez, je vais extrapoler en parlant d'Idriss Déby. Aujourd'hui, Idriss Déby, pour certains de nos confrères, de nos compatriotes, ou bien de nos frères africains, Idriss Déby commence par être vu comme un héros, un nationaliste, parce qu'il tient le langage. Non, c'est parce qu'il se voit lâché par ses protecteurs. Donc il faut maintenant s'attirer la sympathie de son peuple qu'il est en train de détruire lui-même. Il y a de cela 5 ans, quand la rébellion a envahi N'Djamena, la rébellion a été à quelques mètres du palais de Déby. Qui était venu sauver Déby? C'est là. En ce moment-là, il est sorti chanter les éloges de la France. Alors, il faut comprendre que ces dictateurs ne sont pas constants. Il ne faut pas suivre leur jeu. Si on suit leur jeu, on ne pourra même pas réclamer nos droits. C'est tout ce qu'on dit. On veut quand même qu'ils sachent que nous sommes au parfum de leur manigance. Que nous comprenons bien ce qu'ils sont en train de faire comme jeu. Ils ne peuvent pas nous utiliser 2 fois. C'est impossible. C'est tout ce qu'on veut. Sinon, nous, on n'a pas de plaisir à dire qu'il faut que le blanc souhaite que ce président parte. Non. Et d'ailleurs, chez moi, on dit, je vais terminer par l'adage là, on dit que quand tu marches et tu cognes une pierre et tu tombes, tu ne vas pas t'attaquer à la partie où tu es tombé. Non, non, non. Il faut retourner à la pierre que tu as cognée. C'est tout ce que nous disons. Si tu peux t'adresser à la pierre, là d'accord, mais là où tu es tombé, c'est un innocent aussi là-bas. C'est notre problème. Je vous remercie. D'accord, rapidement, M. Tissot. Bon, je voulais, Rodrigue l'a déjà dit, mais les Africains ont bel et bien réclamé le dédommagement pour l'esclavage. Et on a vu comment on a traité tout cela. Et il y a 1 an et demi de cela, quand la Grèce était en problème, la Grèce avait demandé à l'Allemagne des dédommagements que l'Allemagne avait causé à la Grèce durant les 2 guerres mondiales. Et on a vu la manière dont ils ont accueilli ça là. Donc ça veut dire que là où il y a l'intérêt des Blancs, c'est traité autrement. Et là où il y a les Noirs, le traitement est aussi différent. Et aussi, hier, c'était Kadhafi. Tous les médias du monde, surtout occidentaux, criaient que Kadhafi
était Un dictateur sanguinaire qui tuait son peuple avec Sarkozy à sa tête, accompagné par, dommage pour le dire, notre Africain Obama, et ils sont partis accompagné de Hillary Clinton. Hillary Clinton et Obama. Même si Hillary Clinton fait quelque chose, ça revient sur Obama. Africain, il n'est pas africain, il est donc on a vu comment ils ont tué Kadhafi. Et quand le peuple, l'Africain lambda, après Molo Molo, a compris que c'est un jeu. Vous avez vu comment aujourd'hui Kadhafi est décrié, est honoré partout en Afrique. C'est ça. Demain, nous allons aussi honorer Robert Mugabe quand toute la majorité des Africains vont comprendre ce qui est au-dessous du coup d'État de Mugabe. De sa démission, parce qu'il n'a pas parlé de coup d'État. De sa démission. D'accord. Ajoutez quelque chose parce que le budget attend impatiemment. Je vais ajouter une chose à ce que le confrère Atisso vient de dire. Très souvent, c'est les conséquences de ces coups d'État qui réveillent les Africains. Voilà. On nous dit que Gaddafi allait massacrer le peuple. Aujourd'hui, la Libye est quoi? Est un terrain de massacre. C'est un terrain de massacre terrible, horrible. C'est un cimetière de massacre. Et où il y a tout. Mais dans 10 ans, 5 ou 10 ans, on verra. Le peuple africain dira que si on savait. Kadhafi a raison. Mugabe peut-être, si on savait. Je ne sais pas. D'accord. Rapidement, de l'autre côté, Monsieur Adolphe, vous voulez intervenir? Je vais dire quelque chose très rapidement. Allez-y. Nous, les jeunes Africains, il faut qu'on comprenne quelque chose. Kadhafi, c'est vrai, c'est un dictateur. Et il a fait beaucoup de mal. C'est vrai, il a fait beaucoup de bien dans son pays, mais il a fait beaucoup de mal. Je me demande, pourquoi après l'indépendance, pourquoi quand il avait pris le pouvoir, pourquoi il n'a pas fait comme les autres pays européens qui ont pu développer leur pays? C'est vrai, Libye, il a fait son mieux, mais il pourrait faire mieux que ça. Ça fait 1. 2. Zimbabwe, c'est vrai, on va le féliciter en tant que président. Je parle de Robert Mugabe, mais il était devenu un dictateur. Vous qui me suivez actuellement, ce que je vais dire comme conseil, regardez ce qui se passe au Kenya actuellement. Le président Kenyatta était un opposant. Quand il a pris le pouvoir, regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que la presse vous dit, monsieur Adolphe. Vous allez intervenir. Le président intervenir. actuel, il était opposant. Regardez ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Le Togo, nous prions pour que, après l'indépendance, non, après l'alternance, que nous n'aurions pas de problème comme ça. C'est pour dire qu'à nous, les jeunes aujourd'hui, il ne faut pas que, parce que nous luttons pour avoir l'alternance, et cette lutte serait une lutte personnelle pour notre propre intérêt, et que demain, quand on vient au pouvoir là, on serait encore un autre dictateur que le peuple va commencer par lutter contre. Je pleurais un jour dans ma classe quand je vois ce qui s'est passé à Burundi. Aujourd'hui, nous courons pour que ce président parte. L'opposant qui vient, demain, nous courons encore pour que lui parte. Vous attendez, Point d'interrogation. Donc c'est pour vous dire en clair que c'est vrai, il faut reconnaître le côté mauvais de Kadhafi et de Mugabe, et que demain, ceux qui vont prendre les pouvoirs là, qu'ils comprennent qu'ils ne seront plus des gens que nous allons lutter contre encore. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que je vais dire. Kadhafi, il a beaucoup fait du mal. Beaucoup d'attentats en Afrique, c'était passé par Kadhafi. Vrai. Il a fait beaucoup de bien, oui. Mais pourquoi ne pas faire comme les autres blancs le font, l'alternance pour partir? Regardez ce qui lui est arrivé. Je ne suis pas d'accord. Je suis contre l'attaque de la Libye. Et si c'est possible, nous devons amener Sarkozy, Hillary Clinton, Obama, que vous appelez notre frère. Obama, je ne sais pas, il ne sait jamais. Nous voyons, monsieur Adolphe, nous voyons aujourd'hui que Angela Merkel aujourd'hui n'a pas la majorité en Allemagne pour gouverner, mais elle est toujours au pouvoir en train de chercher des alliés. Vous allez parler, nous allons prendre celui qui appelle parce que ça fait 2e fois qu'il appelle. Ok. Alors bonjour monsieur. Oui, bonjour, comment allez-vous? Comment vous appelez? Je m'appelle Alphonse. Alphonse, vous voulez intervenir, hein?
Bonsoir. Ah oui. Vous appelez d'où? J'appelle de Houston, Texas. Houston, Texas, c'est un honneur pour nous de vous avoir au bout du fil. Alors, je vous laisse l'antenne. Ok. Pour ma part, je viens d'écouter l'un de monsieur Aticho qui avait intervenu, que j'apprécie. L'un de mes amis m'a donné cette ligne pour pouvoir communiquer avec vous. Le problème que l'Afrique a en réalité, c'est que quand les gens vont au pouvoir, que tu viens comme un révolutionnaire et tu as sauvé ton pays, il y a un temps pour gouverner et il y a un temps pour quitter le pouvoir. C'est ça. L'exemple la plus palpable qu'on vit aujourd'hui, que le pays est stable, c'est le cas de John Jerry Rawlings au Togo, au Ghana. Il était venu à un moment où le pays a besoin de lui, il a quitté au moment où le pays a besoin de lui pour stabiliser la place. Ce n'est pas parce que je suis venu comme un révolutionnaire, je dois vivre jusqu'à mourir au pouvoir, comme l'exemple de Mugabe qui tombe, qui ne peuvent même pas marcher, mais qui veut être au pouvoir. C'est le cas du Togo, que le père a fait 38 ans et l'enfant a fait 12 ans, mais il croit qu'il a le droit pour s'approprier le pouvoir tant que des millions de Togolais souffrent, des millions ont leur diplôme, ils n'ont pas de travail et le pays est en train de se noyer, mais il s'en fout. Merci, mon ami. D'accord, je crois que vous allez nous appeler encore parce que le cas du Togo, ça sera en deuxième position parce que ça sera tout à l'heure houleux. Nous voulons essayer de débattre de ce cas parce que cela fait beaucoup de mois que le Togo a une crise sociopolitique, économique. Donc, vous pouvez nous appeler dans les heures qui suivent. Alors, monsieur Lavson. Merci, mon frère. Merci. Oui, avant que je ne revienne très rapidement à mon frère qui vient de quitter non, la c'est ligne. Atis qui avait la parole. Je crois qu'Atis avait la parole. D'accord, allez-y. Donc, je voulais revenir sur mon frère Adolphe. D'abord, si vous vous rappelez, avant que Kadhafi n'a été renversé, quand la FMI ou la Banque mondiale avait fait son rapport, la Libye, je vous informe que la Libye, c'est eux qui ont déclaré la Libye le seul pays sans dette au monde. Moi, j'ai été en Libye. Si vous avez été en Libye avant que la Libye ne soit renversée, vous n'allez même pas parler. Vous ne pouvez pas comparer la Libye et la France même. Parce que la Libye est un pays très développé. Si vous avez été une fois en Libye, vous n'aurez pas tenu ce langage-là. Je ne soutiens pas le fait que les Africains soient dictateurs. Mais je soutiens le fait que nous, jeunes Africains, nous réfléchissons. Des fois, c'est vrai, on renverse nos... Vous avez tout de suite dit que les renversements des dictateurs proviennent de nous, les Africains. Mais très souvent, ce combat est récupéré par les Occidentaux parce qu'ils veulent servir leurs intérêts. Et on regarde faire. Et nous accumulons les informations qu'ils nous donnent. Et voilà, on tombe là-dessus. Et à la fin des comptes, nous nous rendons compte des conséquences. Et on se dit, ah, tiens, si on savait, on allait passer comme ça. Je me rappelle en 2011, quand ce problème se passait, la majorité des Africains ont soutenu que Kadhafi soit parti parce que c'est un dictateur. Aujourd'hui, les Américains disent, est-ce que la Libye est better off aujourd'hui que demain? Tu ne peux pas comparer cette Libye d'aujourd'hui. Dans cette Libye d'aujourd'hui, c'est le manque de cette dictature-là qui fait des Africains aujourd'hui des esclaves. Vous vous souvenez? Il y a quelques semaines, nous avons eu de l'esclavage en Libye. Ça continue. Ça continue. Donc, ce que moi je voudrais dire, c'est que ne consommons pas seulement l'information qui nous vient des Européens, nous devons aussi faire nos propres recherches. Avant de conclure. La preuve. Est-ce que je peux parler? Quand, en Côte d'Ivoire, en 2011, ils ont fait l'élection présidentielle, le président français n'était même pas en France, il était en Asie. Et quand ils ont proclamé le résultat, soit disant que Alassane Ouattara a remporté les élections, il a relayé et tous les médias du monde ont relayé. Et
Mais Gbagbo qui avait organisé l'élection, vous avez une fois entendu quelqu'un qui a perdu l'élection et dit qu'il veut qu'on recompte. C'est des choses que nous devons, c'est des choses palpables. Quand on voit un Sankara qui arrive, on l'élimine. Dadi Camara, c'est un autre Sankara qui arrivait. Les Européens ont su. Il a bien maté Angela Merkel. Les Européens ont su que ça c'est un autre Sankara qui arrive. Il faut l'étouffer. Il faut tuer l'embryon avant que ça ne devienne un serpent. Donc les Européens sont là. S'ils voient une tête qui veut être un Sankara, un autre Gbagbo, un autre Kadhafi, ils l'éliminent. En tout cas, vous avez raison. Allez-y. Donc, quand je vais revenir sur le grand frère Issifou, qui disait que des dictateurs profitent de l'occasion pour dire qu'ils sont des, comment l'appelle-t-on, des nationalistes. Je suis d'accord. Pour le cas de Idriss Déby, les Africains, c'est pourquoi je dis les jeunes Africains qui viennent, la nouvelle génération est réveillée. Nous sommes très vigilants par rapport à ces dictateurs qui se transforment en panafricanistes. Quand les gens disent que Gbagbo n'est pas un panafricaniste, je dis c'est un faux problème. Gbagbo n'a jamais eu une maison en Europe. Quand ils ont cherché la dernière fois à la CPI, on avait parlé de crimes économiques contre Gbagbo. Ils ont cherché, ils sont venus aux États-Unis. Si vous savez combien ils ont eu dans les comptes de Gbagbo, $35. 135 $, excusez-moi, qu'ils ont trouvé dans le compte d'un président de la République. Les comptes d'un président de la République comptent $135. Vous pouvez imaginer. Donc, Robert Mugabe, est-ce que Mugabe a... Je ne sais pas. Selon les recherches, Mugabe n'a pas de maison en Europe. Mais quand vous prenez Faure Gnassingbé, quand vous prenez Ali Bongo et autres, quand vous prenez, comment l'appelle-t-on, Sassou Nguesso et le Cameroun, Paul Biya, eux tous, ils ont des maisons en Europe un peu partout. Ce que moi je dis, c'est que nous les Africains, nous devons faire très attention, à consommer les informations qui nous viennent de chez nous-mêmes, des internationaux, de l'Occident. Nous devons faire nos propres recherches. Nous allons trier, nous devons analyser ces informations-là. Parce qu'en les analysant, nous prenons ce qui est bon et nous allons faire le bon combat. Mais si nous consommons seulement les informations qui viennent, et c'est ce qui arrive malheureusement. Mais pourquoi pas les informations au niveau de l'Afrique, où ça se passe même? Vous allez voir que les télévisions nationaux, les médias locaux africains qui font des recherches et qui apportent des choses, personne ne s'occupe d'eux. On ne les suit pas. Mais vous verrez que la majorité des vraies informations viennent de là, parce que ça vient des jeunes qui ont fait des recherches, on les néglige et nous consommons les informations occidentales, et c'est avec ça que nous travaillons, ce qui fait que nous commettons des erreurs. Aujourd'hui, la Libye est devenue un terrain d'esclavage. Vous l'avez dit. Je m'arrête. Je crois que Monsieur Kenao attendait depuis fort longtemps. Le professeur. D'accord. Le professeur voulait intervenir rapidement. Ouais, bon. D'accord. Je pense qu'il y a un frère là qui veut prendre la parole. D'accord. Je crois qu'on passe à vous maintenant, Monsieur Kenao. Une plus de questions. Est-ce que c'est Robert Mugabe qui a démissionné ou jeté l'éponge? Est-ce que c'est l'armée qui a pris sa décision? Est-ce que c'est la population qui a pu le démettre? Est-ce que c'est la Chine qui serait à l'origine de son éviction? A-t-on changé Mugabe, sans tu vas changer? Je croyais que j'avais la parole, s'il vous plaît. Comme j'aime le dire, c'est le système qu'il faut attaquer. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. C'est le système qu'il faut attaquer. Jusqu'à présent, les Africains n'ont rien compris. Rien. Tout ce qui s'est passé en Zimbabwe, ce n'est ni madame, ce n'est ni la princesse, ce n'est ni le vice-président renvoyé, ce n'est ni l'âge de Robert Mugabe. Demandez-vous quel âge a la reine Elisabeth? Elle est toujours là. Elle est toujours là. Non, mais c'est le système de Robert Mugabe qui n'intéresse pas l'Occident. C'est tout. Et vous savez, si vous n'arrivez pas à battre l'arbre, le baobab, qu'est-ce que vous allez faire? Commencez par couper les racines du baobab. Les petites racines, finalement le baobab va tomber. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne pouvait pas toucher directement Robert Mugabe. On a essayé. Nous tous, nous savons que ce n'est pas la première fois qu'on a essayé de faire tomber Robert Mugabe. Bien sûr. On a
faire quoi? Saboter l'économie de Zimbabwe. Ça n'a pas marché. Il était toujours debout. On a crié droit de l'homme. Il était toujours debout. On a dit que le dollar zimbabwe, le franc zimbabwe faisait 2 millions de dollars. Mais il est toujours debout. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Allons dans son lit. Allons dans son lit. Je vous dis que les informations que nous distribuons, je vous ai entendu parler que sa femme voulait être plus puissante que le vice-président. C'est faux. C'est faux. Je parie que si vous allez en Zimbabwe, vous n'avez pas constaté cela. Mais c'est France Inter, c'est TV25, c'est CNN. Ils vont relayer. Qui nous ont fait avaler cela. Ils connaissent notre psycho, hein. Ces médias-là. Ils connaissent la psychologie. Ils connaissent bien la psychologie africaine. Donc, en fait, tout cela ne s'est pas même passé. La preuve, le vice-président qu'on dit qu'on a ramené parce qu'il a fait la lutte avec Robert Mugabe, quel a été son premier acte pris? Redistribution aux Blancs des terres de Zimbabwe. Redistribution des Blancs. Et qu'est-ce que l'Occident voulait? Qu'est-ce que l'Angleterre voulait? C'est qu'on remette les terres aux Blancs. Mais on vous fait croire que c'est la dame, c'est Madame Mugabe qui a fait chuter Mugabe. C'est faux. C'est faux. Ce n'est ni l'âge de Mugabe, ce n'est ni la population, puisque le peuple africain n'existe pas. Il est sorti parce que le blanc lui a dit de sortir. On a versé l'argent, les gens ont pris le dollar pour sortir. Ou je dis, où est ce peuple-là? Ce n'est ni l'armée, parce que cette même armée a été formée de toutes pièces à la sueur de Robert Mugabe. Ce sont les enfants, ils appellent Dari. Ce sont les enfants de Robert Mugabe. Cette armée ne peut pas renverser Robert Mugabe. Et en dernière position, ce n'est ni la Chine, c'est l'Occident. Et si vous n'êtes pas dans ce système de l'Occident... Mais la Chine a bien ses intérêts implantés. Je dis, ce n'est même pas la Chine. Moi, ce que je vous dis là... Parce que les intérêts de la Chine étaient aussi menacés. Je dis, ce n'est ni ça. Si vous n'êtes pas dans le système de l'Occident, vous êtes out. Et c'est ça qui a coûté la vie à Robert Mugabe. C'est pas la vie, mais le pouvoir à Robert Mugabe. Quand vous me dites qu'on l'a honoré, qu'on n'a pas honoré, quels que soient les défauts de Robert Mugabe, il ne devrait pas finir comme ça. Qu'est-ce que ça coûte à cette armée de Zimbabwe de dire papa, reste à la maison, nous allons travailler à ta place? Qu'est-ce que ça lui coûte de le revenir d'abord qu'on l'a déposé, qu'on l'a mis en surveillance, en résidence surveillée, et après on lui dit qu'il peut circuler librement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est de la comédie humaine. Alors, chers Africains, lisez bien à travers les lignes. Je vous donne un autre exemple. Il y a de cela quelques années, l'ancien président burkinabé, Compaoré, était le président le plus intelligent d'Afrique, entre guillemets. L'économie du Burkina Faso était la meilleure économie de l'Afrique occidentale. Et comment se fait-il que ce même type aujourd'hui, on lui dit qu'il a fait quoi, qu'il est quoi, qu'il est quoi? C'est les mêmes médias. Alors je vous dis, intellectuels africains, la masse populaire africaine, le conducteur de Zémidjan de Lomé, faites extrêmement attention à ces médias-là, à ces informations que vous recevez de France 24, de TV5, de Monde, de quoi que ce soit, de CNN. Parce que si CNN a fait passer la Libye, ce n'est pas dans l'intérêt du CNN. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Africain. J'allais dire plutôt de l'intérêt du système. On veut vous conduire quelque part encore. Pour le moment, je m'arrête là. D'accord. Je crois que le professeur Oubien Adolphe, est-ce que vous voulez intervenir par rapport à ce qu'il vient de dire là? Oui, je voudrais clarifier un peu ma position. J'aimerais dire qu'il faut comprendre, je suis un panafricaniste fin. Jusque-là, vous ne le montrez pas. S'il vous plaît. Jusque-là, vous ne le montrez pas. Peut-être que montrez-le autrement. Ok. Bon, anyway, il faut comprendre ceci. Et s'il faut toujours jeter le sort aux Européens, toujours aux Européens, toujours aux Européens, nous n'allons jamais changer, nous. Parce que nous aurons toujours l'ennemi jusqu'à la fin du monde, je vous dis. C'est à nous de chercher à être forts pour contrecarrer notre ennemi ou bien nos ennemis. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je reviens sur le cas de Kadhafi. C'est vrai, mon prédécesseur, il disait que Kadhafi était, la Libye était un pays développé. Et pourquoi, si la Libye était un pays développé, c'est vrai, mais
pourquoi ne pas démocratiser le pays? Pourquoi s'accrocher au pouvoir pour être... Mais écoutez, je vais vous donner un exemple. Hein. Monsieur Adolphe, je vais vous donner un exemple. Suivez-moi. L'Allemagne jusqu'à aujourd'hui est dirigée par un seul parti. L'Allemagne, il n'y a pas d'alternance en Allemagne. Il n'y a pas d'alternance à l'Allemagne. L'Allemagne est dirigée par un seul parti jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, c'est un pays développé. À part la chancelière. Est-ce que vous savez qui est un président? Nous ne recevons pas Adolphe. Est-ce que vous savez qu'il y a un président en Allemagne qui a 2 termes? Deux seulement. J'ai dit en Allemagne le président. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, il y a une chancelière. Si elle est votée légalement et elle est admise, ce n'est pas qu'au Togo, on bourre comment on le dit, les trucs là en avance. C'est très différent. Ne comparez pas ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe au Togo. Ah non, il n'y a pas alternance. Même en Allemagne, à l'heure actuelle, en Allemagne, il n'y a pas alternance, s'il vous plaît. Laissons Adolphe. n'est pas légal. Monsieur Atisso, laissons Adolphe. Adolphe a la parole. Adolphe est revenu sur ma question. Voilà. J'ai droit de réponse. La CDU n'a pas rapporté les législatives. Il faut laisser. Il ne peut pas dépasser deux termes. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Vous ne savez? Oui ou non? Allez-y. La chancelière, elle est comme la première ministre en Allemagne, comme en Angleterre. Il y a la reine en Angleterre, mais elle est la reine. Est-ce que en Libye, il y a un roi? Est-ce qu'elle a transformé cela en roi pour que lui soit roi et démocratise le pays, pour qu'il y ait un premier ministre ou bien une première ministre, si vous le voulez, pour qu'il y ait l'alternance? Non. Il ne faut pas mélanger la pomme et l'orange. D'accord. Ok. Je crois qu'on va. Le professeur. Le professeur, vous voulez intervenir? Merci. Non, laisse-le Merci. Allez-y, le professeur. Monsieur Yves Kenao, le virtuosel, comme le dit monsieur Yao. Monsieur Yves, moi je comprends, c'est pas vos explications. Mais seulement, bon, je commence par voir dans la position de la plupart des Africains un certain cynisme qui devient un peu inquiétant. Inquiétant parce que on a tendance à dire que tout le monde agit par intérêt, par conséquent, il fait ce qui n'est pas bon. Là, moi je ne suis pas d'accord. Vous avez parlé de Compaoré, qui faisait bien, entre-temps, tout ça là. Bon, les bras ont crié sur lui, il est parti. On parlait de Mugabe, ici et là. Alors, si vous comprends bien, vous auriez souhaité, à l'heure actuelle, vous auriez souhaité que Compaoré puisse encore être là, comme président, après 25 ans de pouvoir. Non. C'est ce que vous souhaitez Non. au pays? Non. Alors, bon, si vous ne le souhaitez pas, alors, moi je trouve que tout changement, quel que soit comment il arrive, c'est toujours bon. Parce qu'il y a quelque chose qui bouge. Même au Burkina Faso, au Zimbabwe, nous disons que c'est un changement interne. Mais quel que soit les cas, ça ne sera pas exactement comme ce qui était. C'est déjà bon pour le peuple, pour le panissement même du peuple. Vous savez, la raison pour laquelle la dictature, c'est-à-dire, elle impose sur lui une déshumanisation permanente. Et c'est très dangereux. Du point de vue mental, du point de vue physique, du point de vue santé, vous êtes malade parce que vous êtes soumis à rien de plus pratique que d'interdire à un être doué de raison d'utiliser sa raison pour faire son choix. C'est ce que la dictature fait à ses victimes. On te dit, tu peux réfléchir, tu as de bonnes idées, mais ce ne sont pas des idées qu'on veut. Ne pense pas comme ça. Pense autrement. Pour moi, c'est la raison pour laquelle je dis, quel que soit ce que ces gens-là font, même si c'est de l'or qu'ils distribuaient à tout le monde tous les jours,
À un moment donné, il faut donner la chance à quelqu'un de venir essayer. Exactement. Ce n'est pas que si nous, les Européens sont obligés d'intervenir ou bien de dire un mot, c'est parce que ces dictateurs eux-mêmes le permettent. Sinon, si on s'entend bien, pourquoi nous, on ne va pas en France dire aux Français, s'il vous plaît, quittez le pouvoir? Pourquoi on ne va pas en Angleterre le faire? Pourquoi on ne va pas en Russie le faire? Ils ne vous ont pas donné la chance. Non, je vais répondre. Ils ne nous ont jamais donné la chance. Les gens créent des situations où eux-mêmes ils invitent les gens à venir maintenant se saisir de la paix. Exactement. Il ne faut pas accuser les autres à tout moment. Ce dictateur-là qui refuse de partir, qui est prêt à massacrer. Quand on prend l'exemple du Togo, par exemple, combien de personnes nous avons perdues depuis le 19 août? Près d'une vingtaine. Moi, je ne parle pas des massacres passés. Ça, c'est pour le pouvoir, ça. Mais lorsque la conscience se meut par rapport à ces actes, même si ces gens-là peuvent des fois agir par intérêt, il y a des raisons pour que les gens disent non, plus s'il vous plaît, en tout cas, trop c'est trop. C'est tout ce que c'est. On dit sinon, bon, vous êtes rentré dans le débat panafricaniste et autres. Bon, là aussi, moi je pense que panafricanisme, ce n'est pas un habit qu'on porte. Non, ce n'est pas un habit qu'on porte. Lorsqu'un président refuse de quitter le pouvoir parce qu'il tient des discours comme quoi européen, l'impérialisme à part, le néocolonialisme à part, ça ce n'est pas du panafricanisme. Ça s'appelle la démagogie. Puisque ces gens-là, ils le font et ils les retrouvent derrière ces gens-là de tout faire pour faire chose. Je vais vous raconter une histoire. Quand Yadema avait parlé de la nationalisation des choses dans les années 70, où il a poussé des gens à changer même leur patronyme, parce qu'ils ne voulaient pas de l'européen, au même moment, ce même Yadema, à chaque fois que ça chauffe, les Français lui disaient, mais il faut... vous ne voulez plus de moi, dites-moi. Ça, ce n'est pas au peuple togolais qui s'adressait, c'est à la fin. On veut dire que ce dictateur qui se prenait pour être défenseur de quoi n'était pas le président parce que le Togolais voulait, c'est parce que la France voulait. Donc c'est des choses comme ça qui nous énervent. Alors ce n'est pas une question de panafricanisme visible ou invisible. C'est des faits qui nous révoltent à la limite. Je vous remercie. D'accord. Je crois que monsieur là vous en voulez ajouter quelque chose. Ok, à la première question, pourquoi on ne peut pas aller dire aux Européens, au président européen de quitter le pouvoir, et à la France ou à l'Allemagne de quitter le pouvoir? Parce que nous les Africains, nous pensons que c'est leur système la meilleure. C'est la réponse. C'est parce que les Africains pensent que le système européen c'est la meilleure et c'est pour ça que nous voulons nécessairement l'imposer en Afrique. Parce que ce que je suis en train de dire va paraître bizarre aux gens, mais quand nous rentrons dans le fond des débats, vous verrez que c'est ça. En Libye, on me demande que pourquoi Gaddafi n'a-t-il pas libéré le pouvoir quand il est arrivé à un niveau. Vous savez quel système gouvernait la Libye? C'est le meilleur système qui puisse exister. Et les Blancs l'ont expérimenté. C'est pour ça, c'est le système des clans qui est en Libye. Si vous étudiez un peu la Libye, vous verrez comment le système est. C'était des trucs inventés pour attaquer la Libye, qu'ils massacrent. Le système libyen était un système qui quitte, comment l'appelle-t-on, vous quittez de la famille, vous allez au clan, vous venez aux tribus et vous venez à la nation. Et ils avaient près de 4000 gens de députés à l'Assemblée nationale. Et les débats étaient clairs. C'est pour ça que la Libye était le seul pays au monde sans dette. Vous pouvez imaginer un pays sans dette? Un pays sans dette. Mais aujourd'hui? Mais aujourd'hui, le pays est où? Un niveau de vie plus élevé que le niveau de vie de la France. Bien sûr, avec un niveau de vie vraiment très élevé. Quand vous prenez l'Allemagne, nous parlons d'un président. Ce président, le président en Allemagne, ça dit que c'est une formalité. C'est une formalité. Et eux-mêmes, ils le disent, ce président n'a aucun pouvoir.
Et nous prenons le système de Premier ministre, le système qu'ils utilisent actuellement, mais nous trouvons que c'est OK. En Angleterre, nous avons une reine et un Premier ministre dirige le pouvoir. La reine est toujours là, qui bénéficie de tous les honneurs du monde. Est-ce que l'Angleterre appartient à la reine Elisabeth? Toute l'Angleterre? Est-ce que l'Angleterre appartient à la... Non, laissez-moi terminer. Est-ce que l'Angleterre appartient à la reine? Nous disons que nous voulons un pays où les ressources soient distribuées à toutes les populations. Mais malheureusement, quand vous allez en Angleterre, mais l'honneur que la reine et autres ont, les autres Anglais ne l'ont pas. Mais nous ne critiquons pas ça. Nous ne trouvons pas que c'est un problème. Je suis d'accord, les dictatures en Afrique font souffrir. Ils épuisent le sang des Africains. Nous sommes d'accord. Vous savez, après la recherche, vous savez que le Zimbabwe est l'un des pays les plus éduqués au monde. Vous savez ça? Le Zimbabwe, l'un des pays les plus éduqués. Retournez, faites les recherches. Et vous allez me revenir. Faites les recherches. Les plus éduqués d'Afrique, c'est au Zimbabwe. Mais Robert Mugabe l'a dit. Parce qu'il a construit une éducation terrible. Les Zimbabwéens sont très éduqués, hein, mon frère. Ils sont très éduqués. Je ne suis pas contre le fait que Mugabe soit vieux et qu'il soit là et qu'il continue. Non, non, je ne suis pas contre ça. Ce que je dis, le problème de nous les Africains, c'est que nous faisons les combats selon les médias et vous allez voir que les résultats, c'est que les Européens récupèrent nos combats. Par exemple, vous avez parlé du Ghana. Vous pensez que le Ghana est une démocratie stable? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Le Ghana n'est pas une démocratie stable. Attention, quand nous comparons le Ghana au Togo, le Ghana paraît stable. Mais quand vous rentrez dans les réalités, le Ghana n'est pas une démocratie stable. Ça a été récupéré complètement. Nos combats en Afrique sont récupérés par les Occidentaux. Nos combats en Afrique sont récupérés par les Occidentaux, ce qui fait que vous verrez qu'il y a un pays qui paraît démocratique et qui continue, à un moment donné, tout bascule. Et nous revenons en arrière. Donc nous devons faire très attention. Ce que moi je dis, pour nous les Africains, la jeunesse africaine aujourd'hui, ne nous basons pas seulement sur ce que les Européens ont fait. Nous devons dénoncer. Si nous ne dénonçons pas les médias et les comportements des Occidentaux, nous n'allons jamais y arriver. C'est vrai, nous devons faire les combats nous-mêmes, mais nous n'allons pas, en premier lieu, nous devons dénoncer ce que ces Blancs font, parce que tout tourne autour d'eux, tout tourne autour de leurs intérêts. En Afrique aujourd'hui, tous les combats des Africains, ils mettent leurs yeux dedans. Vous avez jamais vu quelque chose se passer en France et les Africains se lever et mettre leurs yeux dedans et en parler? Non, ils prennent toujours les décisions eux-mêmes. Mais en Afrique, quand quelque chose se passe, on dit non, bon, l'Union africaine, la communauté internationale. Pourquoi toujours la communauté internationale? Posez-vous la question. Pourquoi toujours la communauté internationale? C'est pourquoi nous devons les dénoncer. On doit les dénoncer pour résoudre nos problèmes. Si on ne les dénonce pas et on laisse, la France va venir au Togo. On peut faire dégager Faure Gnassingbé tout de suite. Hein. Les Togolais vont crier comme les Zimbabwéens. Mais je vous donne 2 ans. Le Togo redeviendra la même chose. Pourquoi? C'est parce que nous avons laissé les Européens dicter le système que nous devons faire. Nous voudrions que les Africains se dictent leur propre système. Et c'est pour ça que la nouvelle génération africaine, la génération consciente africaine qui est en train de se battre, doit se réveiller, ouvrir les yeux et regarder. Ne pas suivre les faux panafricanistes, mais suivre les vrais panafricanistes. Quand vous dites que, quand le grand frère dit que ceux qui disent impérialisme à bas et démocratie à bas, je dis non, parce que Sankara était un grand panafricaniste et tout ce qu'il avait dit, ça s'applique aujourd'hui. Donc je soutiens cela. Impérialisme à bas. Je m'arrête pour l'instant. D'accord. Je crois que Adolphe, aujourd'hui tu as pris ma place. Adolphe, je crois que vous voulez intervenir, monsieur Adolphe. Je ne veux pas parler beaucoup. Vous voulez intervenir, sinon on va essayer, parce qu'on réclame ici comme le sujet, la tête sur le Togo maintenant. Sinon, je veux quand même pour clore ce chapitre. Oui, parce que tu vas donner la parole. Pour clore ce chapitre, je voulais tout simplement demander quelles sont les grandes leçons à tirer de cette crise zimbabwéenne. Il faut le donner. Le professeur. Oui, voilà, quelles sont les grandes leçons
Voilà, il y a quelqu'un qui appelle, peut-être qu'on va le prendre rapidement. Voilà. Le professeur, quelles sont les grandes leçons à tirer de cette crise zimbabwéenne? Nous avons des leçons à tirer de la crise zimbabwéenne. Que tout peut basculer à tout moment, à la minute près. Et parce que le monde s'est réveillé un matin seulement pour apprendre que Mugabe a une difficulté. Il aurait cru, puisque sa femme a dit que même mort, Mugabe gagnerait les élections, c'est-à-dire que son peuple l'aimait, toute l'armée était derrière lui et tout allait bien. C'est pour nous dire de faire attention surtout. Je m'adresse encore à quelques retranchements des dictatures qui existent sur notre continent. Il ne faut pas qu'ils soient trop à l'aise parce que tout peut arriver à tout moment. De Nkurunziza, du Burundi, en passant par Gesso, Kabila, pour finir avec Fort et Sozinanya. Moi, je leur dis d'être humble et de rendre compte que leur protection ne émane pas d'eux-mêmes, elle émane des fils des autres et que tout peut changer à tout moment. C'est tout ce que moi je peux dire pour l'instant. D'accord, je crois que on va changer de volet et venir sur le problème du Togo, spécial Togo pour une alternative de solution. Je crois qu'on me signale ici, nous allons passer à une pause publicitaire avant de revenir sur ce plateau pour la deuxième échéance de ce sujet, de ce grand débat. Ok, je vais profiter aussi pour faire prendre la... Merci beaucoup. À Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent. Revenons rapidement